Bonjour, aujourd'hui dans les experts, je reçois Régis Le Goff, créateur de contenu sur LinkedIn. Bonjour Régis. Bonjour Philippe, merci beaucoup de ton invitation. Peux-tu nous parler de ton parcours s'il te plaît? Oui, bien sûr. Moi, je suis aujourd'hui créateur de contenu sur LinkedIn. Je réalise à peu près un post par jour sur LinkedIn pour mon compte. Voilà, professionnel, et j'accompagne aussi des entreprises à la création de contenu, vidéo, rédactionnel, audio et visuel, bien sûr, sur LinkedIn et sur d'autres réseaux sociaux, sur le web aussi en général, pour leur site web et pour leur blog. Voilà, ça fait maintenant 10 ans que je fais ça pour le compte d'entreprises lyonnaises principalement, en tous les cas sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Depuis 10 ans maintenant, j'accompagne ces entreprises-là pour leur permettre de gagner en visibilité, voilà, c'est-à-dire en notoriété, en image de marque, mais aussi pour générer des interactions sur les réseaux sociaux et sur leurs différentes interfaces web, sites et blogs. Voilà. Alors comment ça se passe sur LinkedIn? Il faut publier souvent, à quelle fréquence, quel type de post, long, pas long? Alors ça, c'est une excellente question. Effectivement, sur LinkedIn, je pense que la régularité est primordiale pour pouvoir gagner en visibilité. Moi, ce jour, je suis sur à peu près un post par jour avec des thématiques quotidiennes. Et ce que je conseille effectivement à mes clients, c'est d'être le plus souvent présent sur leur compte et de proposer des contenus qui soient des contenus variés, qui soient des contenus rédactionnels, mais aussi accompagnés de visuels, de carousel, qui est un format qui marche énormément maintenant sur la plateforme LinkedIn, de vidéos aussi, puisque ça marche très bien, c'est très apprécié, mais pas forcément que de l'image. Hein. Le contenu rédactionnel est très important sur LinkedIn. C'est un des réseaux justement qui nous permet de nous exprimer. On a quand même 1300 caractères hein, sur un post, donc on a de quoi faire. On peut quand même s'exprimer. Alors bien sûr, il y a des techniques hein, pour pouvoir être visible et surtout que notre contenu soit consommé, parce que c'est ça qui est important. Hein, il faut savoir que quand on crée un post sur LinkedIn, on va dire que dans les premières minutes, ce post est analysé par l'algorithme de LinkedIn hein, et analysé sur tout un tas de critères et notamment sa capacité à générer de l'interaction, c'est-à-dire à générer des likes, des commentaires, des fils de discussion et c'est ça qui va permettre au post que l'on propose sur la plateforme de gagner en visibilité et peut-être d'être retenu in fine, alors ça c'est très rare mais on peut y arriver, d'être retenu in fine par la plateforme elle-même pour être mis en avant comme des articles à la une. Voilà ce que tu peux voir sur LinkedIn. En haut à droite, hein, tu as des articles à la une et ça c'est un peu le Graal à obtenir sur la plateforme. Donc oui, pour répondre à ta question, oui, il faut publier régulièrement. Si tu fais ça une fois par mois, ça n'a pas de sens. Il faut être présent au moins 3 fois par semaine. Ah bah alors j'ai tout bon, hein. Je publie une fois par jour une nouvelle interview et en même temps si tu veux je me suis laissé dire que quand tu fais un lien par exemple sous ton post qui pointe sur ton site ou sur l'interview, est-ce qu'il faut le mettre dans le post ou est-ce qu'il faut le mettre dans un commentaire? Alors, ça c'est une vraie bonne question. Moi, j'ai tendance à conseiller de le mettre en commentaire. Je sais que certains de mes confrères ou consoeurs professionnels de LinkedIn disent que ça n'a pas beaucoup d'impact. Bon, il faut savoir que l'algo joue un petit peu avec, l'algorithme de LinkedIn joue un petit peu avec, et par définition, moi je pars de ce principe-là, les réseaux sociaux, au sens général du terme, ne sont pas fans quand tu les fais sortir de la plateforme. Et quand tu mets un lien dans un post, tu les fais sortir de la plateforme automatiquement quand les gens lisent, cliquent voilà, sur le lien externe, bim, tu les fais sortir de la plateforme. Et ça, l'algorithme n'aime pas. Ce qu'il veut, c'est avoir le maximum de monde présent sur la plateforme pour qu'il y ait des interactions. C'est évidemment son gagne-pain hein, à la plateforme. Hein. Plus il y a de monde, plus il y a de données qui s'échangent et plus derrière le réseau social peut monétiser ces données et donc gagner de l'argent. Donc quand tu intègres un lien à l'intérieur de ton post, forcément tu pousses les membres de la plateforme à sortir en un clic. Alors que si tu le mets en commentaire, là l'algorithme, tu passes presque entre les mailles du filet.
Voilà. Et l'algorithme ne va pas te sanctionner, entre guillemets, parce que tu fais sortir les membres de la plateforme. Donc, pour répondre à ta question, moi, je conseille vivement de mettre les liens URL, les liens extérieurs, ce qu'on appelle les outbound links, eh bien, dans le commentaire. Eureka, j'ai tout bon, c'est bon. Est-ce qu'il faut mettre des images dans les posts, une image dans le post? Et tu parlais, j'ai vu que tu parlais là dernièrement d'un post sur les hashtags. Alors parle-nous un petit peu des hashtags et des images. Alors les images, tu peux accompagner ton post d'images. D'une photo, d'ailleurs LinkedIn te donne la possibilité de le faire, photo, vidéo, tu peux aussi intégrer ce qu'on appelle un document qui va être sous forme de carrousel, un document PDF qui va être sous forme de carrousel. Alors, images tu peux, mais attention, moi ce que je conseille c'est des images personnalisées, c'est-à-dire éviter les images libres de droit que tu peux choper sur internet ou dans des banques d'images du type Pexel, Fotolia, Adobe Stock, bref, toutes les banques d'images, ça faut éviter parce que c'est pas personnalisé, c'est pas très original. Et en tant que créateur de contenu, j'avoue que je pousse moi mes clients à proposer des contenus personnalisés, les plus personnalisés possibles à l'image, à leur image ou à l'image de leur entreprise, voilà, de leur organisation. Donc ça c'est une première chose. Et d'ailleurs, pour terminer sur les images, tu peux tout à fait proposer des posts sans images, c'est-à-dire uniquement en rédactionnel. Moi, je l'ai déjà fait plusieurs fois et les performances sont aussi bonnes, si ce n'est meilleures, qu'un post accompagné d'une image. Ça, faut le savoir. Sur LinkedIn, tu peux tout à fait le faire et les retours sont très bons. Concernant les hashtags, effectivement, ce matin, j'ai fait je vois que tu me suis, donc ça me fait plaisir. J'ai fait un petit post sur les hashtags, effectivement. Alors pourquoi j'ai fait ce post-là? Parce que on arrive en fin d'année. En fin d'année, tous les réseaux sociaux, Twitter et compagnie, LinkedIn et compagnie, nous proposent une rétrospective un peu des hashtags qui ont le mieux fonctionné sur l'année. Et je me suis dit, tiens, moi je fais de la veille tous les jours, justement c'est ce qui m'alimente, et donc j'ai vu passer la semaine dernière tout un tas d'articles là-dessus. Je me suis dit tiens, il faut que je programme la semaine prochaine un petit post sur les hashtags. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé, ça fait longtemps que j'ai pas vu de publication là-dessus, et donc voilà, je me suis dit aidons les membres de LinkedIn à utiliser correctement les hashtags sur la plateforme. Donc j'ai fait un petit post là-dessus et donc un petit carrousel d'une dizaine de pages qui explique comment utiliser les hashtags pour gagner en visibilité, pour interagir avec d'autres membres de la plateforme LinkedIn qui ont les mêmes centres d'intérêt et donc eh bien générer à la fois de la visibilité mais aussi des interactions. Donc pas mal de vues sur ce post-là là, depuis ce matin, pas mal de commentaires, beaucoup d'échanges, très très intéressants, avec des community managers et d'autres experts LinkedIn qui sont intervenus sur mon post en commentaire et qui ont aussi donné leurs conseils. Donc écoute, extrêmement positif. Oui, les hashtags sont importants aussi sur LinkedIn. C'est vrai qu'il y a quelques temps de ça. On aurait eu cet échange, Philippe, il y a quelques mois ou je dirais même quelques années. Je t'aurais dit, ouais, les hashtags sur LinkedIn, pas top. C'est vraiment plutôt des éléments qui sont utilisés sur Insta ou sur Twitter, mais bon, sur LinkedIn, c'est pas quelque chose qui est très habituel dans les posts. Ça a bien changé et on voit bien que les hashtags sont aussi utilisés sur LinkedIn, mais attention. Par rapport à un Insta ou un Twitter où tu vas retrouver beaucoup de hashtags, où d'ailleurs il faut en mettre énormément dans les posts. Sur Insta, eh bien la plateforme nous dit allez-y, vous pouvez en mettre jusqu'à 30, donc faites-vous plaisir. Là pour le coup sur LinkedIn, moi je conseille 3 hashtags par post. C'est largement suffisant. Des hashtags qui ont évidemment du lien avec le contenu que tu proposes, voilà, oui. Et surtout des hashtags qui te génèrent de la visibilité, c'est-à-dire qui ont des abonnés. Sur LinkedIn, tu peux faire une recherche en tapant le hashtag dans la barre de recherche et tu vas avoir le nombre d'abonnés qui suivent ce hashtag. Et bien évidemment, si tu veux gagner de la visibilité, il faut capitaliser sur les hashtags qui ont déjà un certain nombre d'abonnés, sinon ça ne vaut pas vraiment le coup de les intégrer. Alors j'ai eu un commentaire ce matin qui était très intéressant. Je me souviens plus qui est-ce, il faudrait retrouver dans le post, mais peu importe, qui me disait 3, je suis complètement d'accord avec toi, Régis, 3 hashtags c'est très bien, et 2, il faut partir sur 2 hashtags avec
un fort potentiel de visibilité, c'est-à-dire avec un nombre d'abonnés relativement important, et un autre hashtag, un troisième, qui serait un hashtag personnalisé, qui peut être par exemple ton prénom, ton nom, voilà, Par exemple les experts, quoi. Ouais, exactement. Les experts, ça peut être très 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 sympa. Et pour essayer un petit peu de l'imposer aussi sur la plateforme. Et j'ai trouvé le conseil très bon, très très bon. Et je le trouve. Voilà, je t'en fais part ce soir parce que ça me paraît intéressant de le dire aussi, d'essayer de travailler sur un hashtag un peu personnalisé, comme les experts. Voilà, hashtag les experts, ça serait top. Par exemple, tu mets bonne écoute de cette nouvelle interview, les experts, et tu tags effectivement les experts, quoi. Exactement, exactement, avec ton hashtag. Et ça, c'est plutôt positif. Et t'arrives à, peut-être que tu peux arriver à glaner des abonnés au fur et à mesure. Alors, tu vas pas glaner tout de suite sur tes premiers posts des centaines et des centaines d'abonnés, mais au fur et à mesure, voilà, de le répéter, tu peux effectivement, susciter des abonnés pour ton hashtag. Et ça, en termes de visibilité, c'est plutôt bon. Comment on fait pour avoir des commentaires, en fait? Parce que, est-ce qu'il faut avoir une communauté très importante? J'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient 80 000 personnes sur LinkedIn. Il y en a d'autres, effectivement, qui en ont 5 000. Moi, je dois en avoir, effectivement, 2500 et des bananes. Donc, comment on fait pour avoir des commentaires sur un post? Qu'est-ce qui fait que l'interactivité va jouer? Alors, il faut pas trop se focaliser sur le nombre d'abonnés parce que c'est ce que j'appelle moi une vanity metric, c'est-à-dire un indicateur qui fait du bien à l'ego, mais qui n'est pas forcément représentatif de la qualité de ta communauté. Ce qui est important, c'est justement ça, c'est la qualité de ta communauté. Plus ta communauté correspondra à ce que tu peux proposer. Quand tu es sur LinkedIn, tu proposes tes services, tu as une proposition de valeur. Voilà, il faut mettre en avant ta valeur ajoutée et ton utilité. Tes posts doivent justement mettre en avant cette valeur ajoutée et apporter de l'utilité à ta communauté. Plus tu vas être en capacité de proposer des posts utiles et plus tu auras des commentaires, plus tu vas susciter des commentaires. Ça, c'est le premier. Pour moi, ça, c'est un des éléments fondamentaux qui permet de générer de l'interaction. Le deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est dans la rédaction du post, il faut arriver dès les premières secondes. On dit qu'un internaute a en moyenne 8 secondes d'attention sur un contenu. C'est-à-dire que dans les 8 premières secondes, il faut être en capacité de le ferrer, il faut être en capacité de l'intéresser, et ça passe par les 2 premières phrases de ton post, c'est-à-dire par ton titre et par ton accroche. Si tu n'es pas en capacité, avec le titre et avec l'accroche, de susciter de l'intérêt, d'impacter le membre que ta cible, ton audience, le membre que tu veux intéresser, il va passer à autre chose, il va scroller et puis il va aller sur d'autres posts. Voilà, dans sa timeline, dans sa feed, il va aller voir d'autres posts. Donc le début de ton post est extrêmement important pour pousser justement à l'action ton audience à cliquer sur voir plus et donc à dérouler l'intégralité du post. Et donc à consommer ton contenu et à interagir. D'accord ? Donc, les 2 premières phases sont importantes et les 2 premières phrases doivent le titiller. Moi, c'est ce que je dis. Il faut le titiller. Il faut le titiller par exemple, avec une question. Moi, par exemple, sur ce post de ce matin, on l'évoquait sur les hashtags. Voilà, est-ce que les hashtags sont utiles sur LinkedIn ? Comment les utiliser ? C'est une question que peut se poser un certain nombre de membres LinkedIn sur l'utilisation des hashtags. Et là, ça pousse à en savoir plus et à avoir des réponses, des solutions à ces problèmes. Il faut raisonner point de douleur, il faut raisonner problématique de ta cible, il faut raisonner attente, préoccupation, pour après donner ce qu'on appelle des solutions et donner un peu des cadeaux. C'est des cadeaux un peu magnétiques, les solutions qui peuvent renvoyer par exemple vers des études éventuellement, qui peuvent renvoyer vers le carrousel que j'ai proposé ce matin. Moi, j'ai pris du temps pour créer ce carrousel, pour donner des solutions. Voilà, c'est un peu ce qu'on appelle des lead magnets. C'est des éléments qui sont magnétiques, qui vont permettre justement de gagner en visibilité et en interaction. Faut susciter ces commentaires par cette accroche. Et puis, moi, j'ai tendance aussi à terminer mon post par une question qui invite aux commentaires. Voilà. Donnez-moi votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez ? Voilà. Moi, j'ai terminé, tu vois, ce matin, mon post par « Est-ce que vous parlez le hashtag ?»
Voilà. Est-ce que c'est dans votre dans vos pratiques de poste, est-ce que ça fait partie de vos éléments de langage quand vous produisez un contenu sur LinkedIn. Voilà un peu les tips, les conseils que je peux donner pour susciter des commentaires. Et bien sûr, quand tu as un commentaire, tout de suite réagir et ne pas laisser un commentaire orphelin, c'est-à-dire qu'il faut le liker et puis il faut créer un fil de discussion, déjà ne serait-ce que remercier pour le commentaire qu'on a pu te laisser, voire reposer une question, là, c'est une technique aussi, reposer une question suite à un commentaire, voilà, pour essayer de développer ce qu'on appelle un fil de discussion qui est encore bien mis en avant par l'algorithme LinkedIn en matière de visibilité. D'accord, on va essayer de te connaître un petit peu mieux. Tu te lèves à quelle heure le matin, par exemple, et comment se compose une journée type de travail pour toi? Alors, moi, je me lève tôt le matin. Je me lève entre 5h30 et 6h du matin. Je suis réveillé. La première chose que je fais, comme j'imagine beaucoup de personnes, c'est que je me fais couler un café. C'est primordial parce que sinon, j'arrive pas à avancer. Et pendant que ça coule et une fois que ce café est prêt, je me mets dans ma bulle de veille informationnel, c'est-à-dire que je vais passer une demi-heure, trois quarts d'heure à éplucher toutes les newsletters que j'ai pu recevoir dans la nuit, que je reçois aussi le matin, parce qu'à partir de 5h30, 6h, je reçois un certain nombre de veilles de mon secteur d'activité, c'est-à-dire de tout ce qui est content marketing et communication. Et donc, je m'alimente, voilà, je me nourris de la veille du jour. Généralement, la deuxième chose que je fais derrière, c'est que je finalise mon post LinkedIn qui est prévu et qui part généralement, alors ça dépend des jours, mais en règle générale, il part entre 7h30 et 8h30. Voilà, il est publié entre 7h30 et 8h30. Donc je le finalise, il est prêt de la veille, normalement. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne pour garder un petit peu de marge de manœuvre et d'authenticité, et de fraîcheur dans l'information que je veux diffuser. Donc ce post part et puis la journée commence, quoi. Moi, quand le post LinkedIn est parti, la journée commence et on va à ce moment-là ouvrir le bureau vers 7h30, 8h et commencer la journée de travail soit par de la création de contenu pour mes clients, soit par de la formation, puisque je suis aussi formateur et coach sur les thématiques de création de contenu et bien évidemment sur LinkedIn. Donc c'est beaucoup en distanciel aujourd'hui compte tenu de la situation, mais on passe sa journée à créer des contenus ou à parler de création de contenu, et ça jusqu'à à peu près 19h le soir. Voilà. La journée passe comme ça, avec beaucoup de passion, parce que c'est un métier passionnant, la création de contenu. C'est très très diversifié, parce que chaque client a ses propres problématiques, attentes, préoccupations, son propre secteur d'activité, son propre environnement. Donc on crée des contenus pour pas mal de secteurs d'activité différents, et donc évidemment c'est très passionnant et c'est très diversifié. Avec encore une fois des attentes qui sont différentes, et puis la transmission, moi j'adore ça, je forme des personnes depuis presque plus de 15 ans maintenant sur ces thématiques-là, et c'est toujours passionnant de transmettre son savoir et de voir justement comment il est appliqué, mis en pratique derrière par des stagiaires, des anciens stagiaires. Tu vois, ce matin, j'ai un de mes anciens stagiaires qui m'a tagué dans un post. C'était très sympa parce que il vient de sortir lui-même une formation sur la transition digitale, et il me taguait en disant, en appelant de futurs stagiaires, en disant, si vous voulez apprendre à créer des contenus comme Régis, et il m'a tagué, voilà, c'est cette formation qu'il faut faire. Suivez-moi, n'hésitez pas à me poser des questions, et voilà, c'était assez sympa comme feedback. Alors, question récurrente qui amuse beaucoup les gens. Comment tu trouves ma façon d'interviewer les gens? Très sympa, très sympa. C'est très naturel, et tu vois, mais c'est assez spontané la manière dont je te réponds, parce que je suis plutôt très à l'aise, et tu mets les personnes à l'aise, et je trouve que tu vois, ta dernière question sur la journée type, je trouve ça effectivement génial, parce que c'est une question qu'on peut souvent se poser en se disant, mais finalement voilà, comment il trouve le temps pour faire tout ça, ou comment il organise son temps, et ça c'est intéressant à partager, voilà. Et tes questions sont très pragmatiques, sont
sont très opérationnels pour le coup. Donc ça donne aussi, je pense, beaucoup d'idées, beaucoup d'astuces, beaucoup de tips aux personnes qui suivent tes podcasts. Donc je pense que c'est une manière d'interviewer qui est efficace, et pertinente et qui donne des solutions. Et je parlais tout à l'heure de l'utilité des posts LinkedIn. Je crois que tes podcasts, ils sont très utiles pour le coup. Comment tu te projettes dans un an par rapport à ton activité ? Alors, c'est une question difficile compte tenu de la situation actuelle. Je t'avouerai, même si l'activité est globalement bonne, voire très bonne. Je vais continuer à créer des contenus, ça c'est une évidence. Je pense que je vais même en créer plus et je vais en partager encore plus des contenus. Je réfléchis à des projets de diffusion de contenu peut-être de manière encore plus importante en créant des interfaces qui pourraient répondre à cette demande-là. Donc dans un an, pour répondre à ta question de manière précise, je pense que je vais générer et créer encore plus de contenu que maintenant et que je vais essayer de travailler avec encore plus de personnes qui sont dans le même secteur d'activité que moi. J'essaye de monter encore plus de partenariats pour atteindre cet objectif-là de création de contenu un peu plus massive, un peu plus importante. Sans oublier de créer des contenus utiles, efficaces, pertinents. Bien évidemment, on va pas créer des contenus pour dire créer des contenus. Il faut que ça réponde à une problématique, à des objectifs. Et j'espère que l'activité sera meilleure, même si elle n'est pas trop mal. On va pas se plaindre. Il y a pire. Donc j'espère qu'elle sera encore meilleure et que surtout elle sera meilleure pour tout le monde. Voilà, c'est surtout ça, c'est plutôt un espoir, tu vois, que j'ai et presque une demande que j'ai et que je me fais tous les jours, voilà, en me levant, en me disant bon, allez, continue, lève-toi et avance. Ça ne sera que meilleur dans quelques temps, faut l'espérer en tous les cas. J'espère que dans un an, ça ira mieux pour tout le monde. Alors, quand on fait appel à tes compétences, combien ça coûte en fait pour une entreprise, pour une petite entreprise ou une TPE ou une PME combien ça coûte ? C'est en fait effectivement au contenu même, donc à l'unité, c'est un forfait, comment ça se passe ? Tu parlais de formation également, donc si tu accompagnes les gens, comment ça se passe ? Tu peux nous parler un peu de cet aspect financier ? Alors oui, je peux en parler. Il n'y a pas de secret là-dessus. C'est vraiment du temps passé. Donc, étant donné qu'on réalise tout en interne, donc c'est notre temps que l'on vend et notre matière grise. Donc c'est très dépendant de la demande des clients. On peut travailler effectivement en forfait quand on a des demandes importantes et récurrentes. Qui arrivent toutes les semaines ou tous les 15 jours ou tous les mois et sur des contrats de 3, de 6 mois, de 12 mois, on peut travailler de cette manière-là. Ou alors, et de plus en plus d'ailleurs, on travaille de cette manière-là, c'est assez intéressant aussi pour nous parce que ça nous fait de la récurrence et puis il y a un suivi sur la création des contenus, donc on arrive à raconter finalement une histoire sur l'ensemble de ces contenus-là pour nos clients. Donc ça c'est très intéressant pour nous parce que il y a une vraie continuité d'histoire et de contenu. Ou alors, on peut aussi fonctionner vraiment au contenu, c'est-à-dire à l'unité, un peu en one-shot. Ça peut nous arriver aussi. On aime moins parce qu'on suit moins le client après, une fois que la presta est terminée. Voilà, on le suit un peu moins et c'est vrai que c'est un peu moins engageant et impliquant pour nous. Mais on le fait, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est des choses auxquelles on peut tout à fait répondre. Alors après, voilà, c'est un taux horaire, c'est un taux horaire sur le type de contenu. Alors tous les types de contenus ne se valent pas. Il y a des contenus qui sont plus compliqués que d'autres. Moi, je suis très axé sur la partie rédactionnelle. Donc la partie rédactionnelle, c'est aussi au nombre de mots, tu vois. La partie visuelle, c'est effectivement au nombre de contenus visuels qu'on va créer. Pareil pour la vidéo. Est-ce qu'il y a des temps de tournage? Est-ce qu'il n'y en a pas? Donc tout ça s'évalue et c'est du temps passé. Voilà. Alors sans dévoiler de secret, on est. Alors ça dépend, mais pour te donner une fourchette, parce que c'est peut-être que ce que les auditeurs attendent aussi. Oui, tout à fait, ouais. On va être entre 400 euros et 600 euros au jour sur des projets de belle envergure.
Mais après, on peut être aussi moins que ça. Tu vois, je fais ce qu'on appelle de la correction d'auteur. La correction d'auteur, c'est de la correction de contenu qui est réalisée par mes clients que j'accompagne pour comment dire, optimiser leur contenu, notamment dans un esprit référencement naturel. Donc c'est eux qui créent les contenus et puis moi je fais de la correction derrière. Donc là c'est beaucoup moins élevé puisque je ne crée pas le contenu, je ne fais que le corriger. C'est de la correction d'auteur. Donc là on n'est pas sur ces tarifs-là, on est sur ces tarifs qui sont plus faibles, plus réduits. Et c'est difficile de te donner véritablement un prix fixe parce que c'est très dépendant de la demande du client, de son cahier des charges, de ce qu'il attend véritablement de nous. Quand on doit tout créer, quand on part de zéro et d'une page, on va dire blanche, qu'on a juste un brief du client et qu'il faut tout créer, c'est le tarif que je termine. C'est 450, 500, 600 jours, voilà à peu près au niveau de la création des contenus. Mais quand on a déjà une base existante du client, c'est beaucoup moins que ça. Et puis après pour la formation, pour l'accompagnement formation, c'est des coûts de formation qui sont sensiblement pareil autour de 450, 500 jours. Ça dépend parce que si tu formes une personne, si tu en formes 10, c'est pas le même prix aussi. Si tu fais de l'intra, si tu fais de l'inter, c'est évidemment pas les mêmes coûts de formation, c'est pas les mêmes coûts de revient non plus. Donc forcément, on peut essayer de créer des synergies et puis travailler au volume. Donc on peut arriver à répondre véritablement aussi à des TPE ou à des PME qui n'ont pas forcément des très gros budgets. On sait aussi s'adapter à ces contraintes-là. Voilà, nous, notre force aussi, c'est que un client qui vient nous voir et qui nous dit, bah voilà, j'ai un projet de création de contenu, mais bon, j'ai pas beaucoup de budget, qu'est-ce qu'on peut faire? Et ben, on étudie avec lui ce qu'on peut faire et comment on peut l'accompagner compte tenu de ses moyens et compte tenu de ce que nous, on peut allouer aussi comme ressources en interne. Et généralement, on arrive à trouver un terrain d'entente. Nous, on arrive, tu vois, à créer des sites internet, par exemple, d'indépendants. Voilà, qui n'ont pas forcément des très gros budgets, comme des sites internet de PME ou de TI, d'entreprises de 50, 60, 70, 100 personnes, voire même de très grands groupes. On travaille avec 3-4 grands groupes sur Lyon qui ont forcément beaucoup plus de moyens et qui nous demandent régulièrement des contenus qui ont beaucoup plus de budget et on arrive, voilà, encore une fois, à s'adapter, à trouver, tu vois, à déplacer le curseur en fonction des possibilités budgétaires des uns et des autres. C'est aussi notre force parce qu'on n'est pas une très très grosse équipe, on est une petite équipe, donc on arrive à être flexible là-dessus et à répondre finalement. Je vais pas dire à toutes les demandes parce que j'aime pas dire ça. On sait pas tout faire et deux, on n'est pas adapté pour tout le monde. Mais en tous les cas, on réfléchit avec à chacune des demandes, voir si on peut répondre et budgétairement et d'un point de vue ressources et moyens à tous les clients qui nous sollicitent. Si on peut pas, on le dit et on sait le dire aussi et on justifie pourquoi on peut pas le faire. Voilà, mais en tous les cas, on essaye de répondre à toutes les demandes et à justifier notre réponse. D'accord, ce sera le mot de la fin. C'était Régis Le Goff, créateur de contenu sur LinkedIn, mais également sur d'autres plateformes et d'autres savoir-faire. Il nous a parlé du référencement naturel, je suppose qu'il fait de la rédaction de web également. Donc, c'est des choses importantes aussi. Pour continuer la conversation, on va terminer avec ça. Effectivement, où on peut te retrouver, où on peut te suivre, Régis? Eh ben écoute, on peut me suivre sur LinkedIn beaucoup. Sur LinkedIn, sur mon profil LinkedIn, je suis présent tous les jours. Et puis, on peut me suivre évidemment aussi sur mes deux sites web. Le site de mon agence de création de contenu qui est comjustine.fr. Donc comme com, Justine comme le prénom.fr et mon site de formation comjustine-evolution.fr. Voilà les deux sites sur lesquels vous pouvez retrouver l'ensemble de mes prestations. Mais le mieux pour qu'on puisse interagir, LinkedIn évidemment avec grand plaisir. D'accord. Si vous aussi vous avez envie d'être interviewé dans les experts, vous me contactez sur contact@libre-antenne.fr. Notez bien sur vos tablettes contact@libre-antenne.fr, le bateau amiral www.libre-antenne.fr pour écouter les interviews dans la rubrique podcast. Merci Régis, tu ne quittes pas, je te retrouve en antenne. Merci Philippe.